Les problématiques de TVA dans les dossiers de vente immobilière constituent des sources de responsabilité notariale importantes si nous ne nous posons pas systématiquement les bonnes questions au départ. William Stemmer, avocat fiscaliste spécialisé dans le domaine de la TVA et enseignant à la faculté de droit de Paris 2, et notre confrère Jean-Charles Tassel vont développer 2 cas pratiques qui nous permettront d'embrasser avec joie cette matière si difficile et technique. Nous vous écoutons. Alors, 15h22, TVA immobilière. Préparez-vous. On a choisi la facilité avec Jean-Charles, bien évidemment. Alors, à gauche de l'amphithéâtre, qui est motivé? Levez la main. Ah, quand même. Ben, c'est pas mal. À droite de l'amphithéâtre. Ah, c'est mieux. Bon, plus sérieusement, on a préparé 2 cas pratiques pour essayer de couvrir le plus de choses possible. Il est possible que certains aspects ne vous intéressent pas, mais rassurez-vous, normalement, il y en a pour tout le monde. Jean-Charles, Bon. on commence. Bonjour à tous tout d'abord. Alors, 10 ans après l'entrée en vigueur des nouvelles règles, la TVA applicable aux opérations immobilières demeure un domaine qui continue de nous interroger et qui nous impose de consulter nos notes juridiques pour sécuriser nos actes. Notre présentation, en fait, vise donc à apporter, tout d'abord, une trame interrogative qui vous permettra de vous poser les questions nécessaires, mais encore des solutions pour des situations pratiques fréquentes. Les 2 cas que nous traiterons seront d'une part un cas relatif à la dispense de TVA et l'autre aura attrait aux marchands de biens. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous exposer les faits au préalable du premier cas. Nous avons dans le premier cas donc une SCI A qui vend les murs d'un commerce à une société civile immobilière B. Ce local est donné en location avec TVA. La société présente l'option qu'elle a exercée pour soumettre les loyers à TVA et nous confirme que l'immeuble a bien été immobilisé dans ses comptes sociaux. La SCI B va continuer de donner le local commercial en location avec TVA. Volontairement, nous avons choisi de faire ce cas pratique le plus simplifié possible, car le but de la manœuvre, en fait, est avant toute chose de se poser les bonnes questions. Alors, à cette étape, quelles sont les questions sur lesquelles nous devons nous interroger? De 3 ordres. La première, relative aux vendeurs, la seconde, principalement relative aux immeubles, et la dernière, relative à l'acquéreur. Concernant le vendeur, 3 questions premières découlent. Le vendeur, tout d'abord, notre SCIA, est-il assujetti à TVA? Quelle est l'activité économique qui confère la qualité d'assujetti? Et le vendeur effectue-t-il la vente dans le cadre de cette activité économique? À cet égard, on peut se poser aussi également la question de savoir si l'immeuble est utilisé par cette activité économique, c'est-à-dire si nous avons un immeuble immobilisé, ou le résultat de cette activité économique si nous avons un immeuble en stock. Ensuite, le vendeur est-il redevable de la TVA et donc récupérateur de celle-ci? Quelle est la nature du bien vendu au regard de cette TVA, à savoir si nous avons un terrain contre un bâtiment, et si nous avons un bâtiment, s'agit-il d'un bâtiment ancien ou d'un bâtiment neuf? La vente porte-t-elle sur un immeuble et une activité ou simplement un immeuble? Le vendeur a-t-il récupéré la TVA sur l'acquisition, la construction ou l'entretien de l'immeuble? Le bien vendu est-il identique au bien acquis? Et à défaut d'application de l'article 257 bis, la question sera de se poser, de savoir si le régime de la TVA est-il l'exonération avec reversement de TVA ou une TVA sur option, selon le choix qui sera déterminé par les parties. Concernant l'acquéreur, la trame interrogative est sensiblement la même, à savoir, notre acquéreur, la SCIB, est-il assujetti à la TVA? Première question. Quelle est l'activité économique qui confère sa qualité d'assujetti? L'acquéreur effectue-t-il l'achat
dans le cadre de cette activité économique? Et à cet égard, l'immeuble sera-t-il utilisé par lui, par cette activité économique, toujours si l'on a un immeuble immobilisé, ou sera-t-il le résultat de cette activité économique, un immeuble en stock? L'acquéreur sera-t-il redevable de la TVA et donc récupérateur de celle-ci? Et l'acquisition, enfin, porte-t-elle sur un immeuble et une activité ou simplement un immeuble? Je laisse la parole à William qui va développer plus amplement. Alors, solution du cas pratique numéro 1. Avant toute chose, on va s'intéresser à la qualité d'assujetti de la SCIA qui vend le local. Pourquoi? Seules les opérations effectuées par des assujettis agissant en tant que tels entrent dans le champ de la TVA. Si la SCIA n'était pas assujettie, l'analyse s'arrêterait là, aucune TVA possible, et on ne s'intéresserait qu'aux droits de mutation. Que fait la SCIA? Elle donne en location un bien immeuble. La question est donc de se poser, c'est est-ce que l'activité locative est une activité économique qui confère la qualité d'assujetti? Alors, quelle est la réponse? La réponse, elle est donnée par l'article 256, grand A du CGI. Cet article 256 définit la qualité d'assujetti. C'est celui auquel il faut constamment se reporter. On nous dit quoi? Je cite. Sont assujettis à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au 5e alinéa, donc dans le même article. Et ensuite, on nous dit une chose très importante. Les statuts juridiques de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention n'est pas prise en compte. Donc, en clair, assujettis ces personnes, activité économique et de manière indépendante. L'article 256 grand A nous cite quelles sont les activités économiques. Donc, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que l'activité locative en fait partie. Alors, nous avons parmi les activités économiques toutes les activités de producteurs, commerçants, prestataires de services, activités libérales, agricoles. Bon, on n'est pas dedans encore. Et on nous dit aussi, et notamment considéré comme une activité économique, une opération comportant l'exploitation d'un bien, corporel ou incorporel, en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Eh bien, la location correspond à l'exploitation d'un bien en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Conclusion, la SCIA est assujettie à la TVA du seul fait qu'elle exerce une activité locative. Alors on peut relever toutefois au passage que cette conclusion ne tient pas compte du régime applicable en matière d'imposition du bénéfice. En effet, le fait que la SCI soit à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu n'a strictement aucune incidence. La SCIA est assujettie à la TVA, on le sait. Mais on sait également dans l'énoncé du cas pratique que la SCIA a opté pour le paiement de la TVA sur les loyers. Ça veut dire quoi? Première chose, la location d'un local commercial est en principe exonérée de la TVA. Et si on veut opter, une simple mention dans le bail ne suffit pas. Il faut envoyer une lettre à l'administration fiscale. Sur le papier en tête de la SCIA, on vise le local de commerce et on dit on opte. C'est ce qu'a fait la SCIA, elle nous présente sa lettre d'option. Donc la SCIA, qu'est-ce que l'on constate? Elle est assujettie du fait de la location, mais elle est aussi redevable du fait de l'option. Elle présente une double qualité. Cette qualité, cette seconde qualité, nous permet tout de suite de mettre de côté quelque chose qui nous embrouille souvent. Et ce dont je parle, c'est un passage du BOFIP qui nous explique que certains bailleurs, donc des assujettis concrètement, puisqu'ils exercent une activité économique de location, sont présumés non assujettis. En revanche, cette tolérance ne concerne que les bailleurs exonérés. Ici, la SCIA, elle a opté pour le paiement de la TVA, elle est redevable. Donc cette tolérance, on la met de côté. On sait donc que la qualité d'assujetti de la SCIA est définitivement validée dans notre dossier. Maintenant que nous avons fait ça, vous vous souvenez, pour que on regarde d'un point de vue TVA une opération, le vendeur doit être assujetti, c'est ce qu'on vient de regarder, et il doit agir en tant que tel. Ça veut dire quoi? On doit concrètement établir un lien entre l'immeuble qui est vendu,
et l'activité économique qui confère la qualité d'assujetti. Au cas particulier, quel est le bien vendu? C'est le bien qui a été donné en location. C'est le support de l'activité locative. On établit sans aucune difficulté ce lien entre le bien et l'activité économique. La SCIA est donc un assujetti qui, dans le cadre de cette vente, agit bien en tant que tel. Alors, on peut noter également à cet effet que la conclusion aurait été strictement identique si la SCIA avait été une personne physique qui avait déclaré des revenus fonciers et qui aurait opté pour soumettre les loyers à la TVA. En effet, l'article 256A du Code général des impôts vise les personnes de manière générale et s'applique de manière identique aux personnes physiques ou aux personnes morales. Donc dans notre dossier, entre guillemets, nous savons quoi? Nous avons déterminé la qualité d'assujetti de la SCIA et nous savons qu'elle agit en tant que telle. Nous devons donc mener une analyse au regard de la TVA de cette opération. Nous savons que notre opération entre dans le champ de la TVA, mais ça ne veut pas dire grand-chose entrer dans le champ de la TVA. Pourquoi? Parce que notre opération n'est pas nécessairement taxée à la TVA. Elle peut être exonérée ou taxée. De quoi cela dépend-il? Cela dépend notamment de la nature du bien vendu. On se souvient que les règles en matière de TVA distinguent les immeubles bâtis des immeubles non bâtis. Ici, c'est un local, donc on est dans les immeubles bâtis, et distinguent les bâtiments achevés depuis moins de 5 ans des bâtiments achevés depuis plus de 5 ans, pour lesquels donc on a taxation de plein droit, vous vous souvenez, pour moins de 5 ans, et exonération sauf option pour les bâtiments achevés depuis plus de 5 ans. Au cas particulier, nous devons rechercher si nous sommes dans l'un ou dans l'autre. La difficulté, elle est où? Elle est que nous ne connaissons pas avec précision le point de départ du délai de 5 ans. Je m'explique. Le Code général des impôts ne contient aucun point de départ du délai de 5 ans. En revanche, si vous regardez le BOFIP, vous voyez quoi? Le BOFIP se réfère à la date de dépôt de la déclaration qui atteste l'achèvement et la conformité des travaux, sauf si le constructeur n'a pas rempli ses obligations. Auquel cas, en cas de retard, en cas de défaut, on va rechercher la date à laquelle il aurait dû le faire, ce qui n'est pas forcément évident. Nous, au cas particulier... Alors, dans cette affaire... C'est à toi, oui. Non, mais je t'en prie. Le point de départ, dans ces cas-là, du délai de 5 ans, sera donc la date à laquelle la déclaration d'achèvement de travaux a été déposée, sauf bien sûr si on a des éléments du dossier qui mettent en lumière le fait que le constructeur a manqué à ses obligations. Bon, dans notre dossier, on s'est simplifié la vie. DACT, plus de 5 ans, et éléments concordants dans le dossier. Nous savons que nous avons sous les yeux un bâtiment achevé depuis plus de 5 ans et que le régime, c'est exonération sauf option. OK. Maintenant qu'on s'est dit ça, on a une étape supplémentaire à franchir. Vous voyez que pour ceux qui travaillent encore avec le tableau qui résume tout le régime de la TVA immobilière, ça s'arrête là dans le tableau. Mais là, on va sortir du tableau. Pourquoi? Parce que la SCIA, elle a opté pour le paiement de la TVA sur les loyers. Donc la SCIA, elle a son chiffre d'affaires qui est taxable à la TVA, les loyers. Elle est donc récupératrice de TVA. Comme elle est récupératrice de TVA, on doit regarder quoi? Les 20e, les reversements. Ces reversements, de quoi s'agit-il? En fait, ils concernent la TVA qui a été récupérée s'agissant des dépenses qui ont été immobilisées. On vise quoi? Acquisition de l'immeuble, travaux, entretien important, par exemple. Eh bien là, que se passe-t-il? En TVA, c'est totalement différent de la comptabilité. En comptabilité, dès qu'on immobilise, on déduit par le biais d'amortissement. En TVA, on ne déduit pas chaque année un petit morceau de la TVA. Que se passe-t-il? On déduit tout de manière immédiate. Néanmoins, on parle de dépenses qui sont immobilisées. Alors, comment ça se passe? En fait, ça se passe par le biais d'un engagement. C'est-à-dire, la SCIA peut déduire de manière immédiate. En revanche, elle s'engage en contrepartie à affecter l'immeuble pendant une durée, toujours la même, de 20 ans, à une activité récupératrice. Si elle ne le fait pas, elle doit reverser, à partir de l'événement qui intervient, les 20e qui restent à courir. Eh bien, cet engagement, c'est une traduction libre de quelque chose que vous retrouverez plus technique, qui est expliqué s'agissant au travers des règles de régularisation globale ou annuelle, que vous retrouverez à l'article 207 de l'annexe 2
du Code général des impôts. Si vous regardez ces règles, vous constaterez que la vente, qui nous intéresse ici, produit des conséquences en ce qui concerne les reversements de TVA. Pourquoi? Parce que la vente, si elle intervient dans ce délai de 20 ans, le régime TVA de la vente influence les reversements. Et les règles sont bâties de la manière suivante. Si la vente est exonérée de la TVA, c'est le principe. L'engagement pour les années qui restent à courir après la vente est réputé non respecté, ce qui veut dire reversement. En revanche, si on opte, les années qui restent à courir sont réputées être affectées à des opérations taxables, l'engagement est respecté. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on opte, on n'a pas de reversement, même si, par exemple, on est sur une TVA sur marge très faible, voire une TVA sur marge 0. Quand on n'opte pas, on reverse. Vous voyez que l'option ici produit des effets vis-à-vis des régules, et bien évidemment, je le rappelle, c'est une évidence pour nous tous, ça ne produit pas d'effet concernant les droits de mutation à titre onéreux de l'acquéreur. On n'opte pas pour avoir des droits réduits, ça n'existe pas. On opte pour des problématiques de TVA. Alors, dans notre cas, et sur un plan pratique, qu'est-ce que doit fournir la SCIA? Eh bien, dès que possible, on doit obtenir de cette SCI le calcul des reversements à opérer, si la vente devait être exonérée de TVA. Ce montant permettra également de pouvoir comparer le montant de ces reversements avec le montant de la TVA due éventuellement sur option. À cet égard, on peut rappeler simplement à ce stade que cette TVA est, selon le cas, due sur la marge ou due sur le prix. Le calcul du montant des régularisations est une information intéressante dans la mesure où elle peut être recoupée avec la connaissance de la situation de la SCI et notamment sur la nature des travaux comptablement immobilisés. Et pour ce faire, on va essayer de prendre un exemple. L'exemple, c'est le suivant. On a une SCIA qui a acheté un immeuble neuf en juin 2005 pour un prix comprenant 98 000 € de TVA. Elle le revend aujourd'hui, en janvier 2020, après avoir effectué des travaux de surélévation en avril 2014, grevé d'une TVA de 30 000 €. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir quel serait le montant de la régularisation de la TVA si l'article 257 bis n'avait pas vocation à s'appliquer. Eh bien, ce calcul de reversement, c'est le suivant. On prend en fait, on détermine le montant des années qui ont été consommées en TVA, et dans notre cas, en fait, sur la TVA, la TVA du prix d'acquisition, 16 années ont été consommées. Sur les 20 années, il en reste donc 4. Nous aurons donc 4 vingtièmes de 98 000 € qu'il y aura lieu de reverser. Le raisonnement est exactement le même pour la partie concernant les travaux de surélévation. Nous avions des travaux en avril 2014, on vend en 2020, 7 années ont été consommées, il en reste donc 13 potentiels. Nous avons donc 13 vingtièmes de 30 000 € qu'il y a lieu à reverser. Alors cet exemple, il nous rappelle quoi? Il nous rappelle qu'il ne faut pas focaliser uniquement sur la TVA d'acquisition de l'immeuble, mais également sur les éventuels travaux que le propriétaire aurait pu réaliser. Alors, on en est où dans notre exercice? On sait, vendeur assujetti agissant en tant que tel, on sait, immeuble plus de 5 ans, donc on sait que c'est exonération sauf option, on sait qu'il y a des régularisations, bon, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait se dire, on va voir si on opte, si on n'opte pas. Bon. Si on voulait se dire, si on n'en sait rien, opter c'est toujours pas mal si l'acquéreur est d'accord pour prendre la TVA. C'est tout ce que je pourrais dire à ce stade, mais c'est un peu plus compliqué. Ce qui nous intéresse, c'est quoi maintenant? C'est de voir une chose supplémentaire, c'est qu'on doit s'intéresser également à l'acquéreur pour déterminer le régime de TVA. On a choisi un cas pratique de dispense de taxes. Alors, on regarde l'acquéreur. L'acquéreur, c'est la SCIB. Vous vous souvenez, la SCIB, elle achète le local, elle va le donner en location, elle va l'immobiliser, elle va soumettre les loyers à la TVA. Bon. Alors, on réapplique les règles. La SCIB, est-ce qu'elle est assujettie à la TVA? Oui. Pourquoi? À cause du bail. Elle est redevable également à cause de l'option. Bon. Est-ce que le bien a un lien avec son activité? Oui, c'est le bien qui est donné en location. Donc, elle agit en tant que telle.
Qu'est-ce que l'on voit également? L'objet de la vente, c'est l'immeuble, c'est vrai, mais cet immeuble, il est accompagné d'une activité économique. Quelle est cette activité économique? Eh bien, le bail, souvenez-vous, on l'a qualifié tout à l'heure au regard de l'article 256 grand A comme une activité économique. Eh bien, quand on est face à cette situation où, entre deux bailleurs, on vend un immeuble plus un bail, eh bien, cette situation nécessite une attention spécifique parce que depuis le 1er janvier 2006, cette situation est visée par une mécanique obligatoire qu'on appelle la dispense de TVA, prévue par l'article 257 bis du CGI. Les conséquences de ce régime sont simples. Conséquence numéro 1, quand ce régime s'applique, la vente, donc celle qui nous intéresse ici entre la SCI A et la SCI B, n'existe pas d'un point de vue TVA. Si elle n'existe pas, il y a une conséquence toute simple. On a calculé à l'instant, au travers de ton exemple, Jean-Charles, les engagements de la SCI A. Ben, les engagements de la SCI A, l'engagement de 20 ans, il est transféré à la SCI B. On dit que la SCI B continue la personne de la SCI A. C'est ce dont on est en train de parler. Alors, sur un plan formel, il est à noter qu'aucun texte ne prévoit que le bénéficiaire de la transmission doit s'engager dans l'acte formalisant la transmission à procéder à ces régularisations pour que la dispense puisse être appliquée. Alors, ce que l'on veut dire ici, c'est que, bien évidemment, on va rédiger des clauses précises sur la mécanique de ce régime. En revanche, il n'y a aucune mention obligatoire prévue par le Code. Alors, à ce stade, on doit faire 2 commentaires. Vous avez vu que, dans notre cas pratique, on remplit toutes les conditions pour appliquer la dispense. Donc, conséquence numéro 1, la dispense s'applique. C'est un régime obligatoire. Si on s'avisait de refacturer des 20e, si on s'avisait d'opter à la TVA, sur la marge ou sur le prix, peu importe, une telle TVA serait facturée à tort. Or, souvenez-vous aujourd'hui peut-être de ce point-là, une TVA facturée à tort crée un vrai problème. Pourquoi? Une TVA facturée à tort n'est pas récupérable par l'acquéreur. Ce qui veut dire que soit l'acquéreur se verra refuser la demande de remboursement, et si la demande de remboursement lui est accordée, ça ne lui donne aucune garantie. L'administration fiscale, dans le cas du délai de reprise, donc 31 décembre de la 3e année qui suit, peut venir récupérer cette TVA, auquel cas il ne restera à la SCI B que de se retourner contre la SCI A. Ça, c'est le premier commentaire. Deuxième commentaire. Quand on regarde les conditions d'application du régime, on regarde chez le vendeur et chez l'acquéreur. Chez le vendeur, c'est le passé, c'est facile, on l'a sous les yeux. On peut regarder s'il a immobilisé, s'il a opté, depuis quand il est propriétaire, le bail. Mais chez l'acquéreur, c'est le futur. Donc tout ceci ne se traduit que par des engagements. Ces engagements ne sont pas obligatoires, c'est simplement pour mettre l'acquéreur face quelque part à ses obligations. Le point qui est important, c'est que l'acquéreur peut ne pas respecter ses engagements, auquel cas la dispense sera remise en cause. Et là, nous devons écrire. Alors, cette clause de remise en cause de dispense prévoira donc, d'une part, une vente exonérée de TVA avec l'indication du montant de la TVA à reverser qui donnera lieu à la remise d'une attestation de transfert de l'article 207, grand 3 du chiffre romain, petit 3 de l'annexe 2 du CG. Les parties pourront également prévoir, en cas de remise en cause de la dispense, que le vendeur optera pour le paiement de la TVA, ce qui déclenchera alors, selon les hypothèses, soit une TVA sur le prix, soit une TVA sur la marge. Dans ce cas, notre vendeur pourra utilement indiquer dès le premier acte qu'il opte d'ores et déjà, et en tant que de besoin, pour une TVA sur prix ou TVA sur marge. Alors, ces indications, elles présentent également une importance toute particulière s'agissant de nos déclarations d'intention d'aliéner. Et en effet, en cas d'opération entrant dans le champ d'application du droit de préemption, il semble opportun d'indiquer à la commune, qui a la possibilité d'acquérir en priorité le bien, le régime de dispense de TVA et le montant de la régularisation potentielle ou de la TVA qui serait due sur option si ce régime ne pouvait s'appliquer au bénéfice de la commune. En fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que dans notre acte,
on a le plan A qui est indiqué, c'est la dispense. On indique que les conditions sont remplies, on indique que le régime s'applique, et puis on indique le plan B. Le plan B, on a l'habitude de marquer, là on est sur un immeuble qui a plus de 5 ans, le montant des régules, mais on peut parfaitement marquer également une option. Bon. Plan A, plan B. Maintenant qu'on a fait ça, peu importe le plan B choisi, on doit formaliser le transfert de l'engagement de 20 ans de la SCI A à la SCI B. C'est-à-dire, on doit formaliser une documentation dans laquelle on dit SCI A a engagé telle année telle dépense, a récupéré telle TVA. Pour que la SCI B, si un jour elle doit calculer des reversements, elle puisse le faire comme si c'était elle qui avait récupéré la TVA à la place de la SCI A. Cette documentation, vous constatez qu'elle n'est pas du tout encadrée par l'administration fiscale. Vous n'avez pas, chaque année, à déposer un formulaire dans lequel la SCIA dit « Voilà, j'ai engagé telle dépense et je vais suivre maintenant les 20e pendant X période ». Ça n'existe pas. Ce qui veut dire que quand on est face à un cas de 257 bis, c'est la SCIA qui doit reconstituer une documentation. Ce n'est pas évident. Raison pour laquelle nous avons créé un formulaire avec une notice que vous pouvez récupérer sur le site Taximo, TAXI2MO, où vous pouvez transférer ce formulaire à l'expert comptable de la SCIA, si elle en a un, et qu'elle puisse établir ce document. Alors, je vous invite tous, bien évidemment, quand cet état de déduction sera établi, d'annexer ce document à nos actes de vente. Alors, l'annexer, c'est formidable parce que ça permet de le conserver, et on en a besoin ensuite pour la vie de l'immeuble. Le regarder, c'est pas mal non plus, avant de l'annexer. Pourquoi? Parce que c'est comme une radiographie de ce qui s'est passé chez la SCIA, et ça vous permet de voir si vous n'avez rien loupé ou si au contraire, les travaux que vous pensez avoir été réalisés, vous ne les retrouvez pas. Ceci étant dit, dans notre premier cas pratique, il ne nous reste plus qu'à parler de droit de mutation. L'immeuble a plus de 5 ans, c'est une évidence, 5,80, 6,40 si nous sommes en Île-de-France. Et la SCIB, vous vous souvenez, elle est assujettie. Donc elle peut prendre un engagement, revendre ou construire, alors même qu'elle l'immobilise. C'est beaucoup de complexité, un engagement de revente avec une immobilisation, mais la porte a été officiellement ouverte en grand par une réponse gros de juillet 2018. Je m'arrête pour ce premier cas pratique. Alors pour ceux qu'on n'a pas encore perdus, on va continuer sur le deuxième cas pratique. Faites encore un tout petit peu d'effort, vous allez voir, c'est passionnant. Ce deuxième cas pratique, comme je vous l'ai évoqué, il est relatif aux marchands de biens. Alors de la même manière, on va procéder de la même manière, on va exposer les faits et établir une trame interrogative à cet effet. Les faits, c'est quoi? C'est, cette fois-ci, on a une société à responsabilité limitée, C, on n'a pas fait preuve d'originalité, qui acquiert auprès d'un particulier, un salarié, une maison d'habitation qu'il occupait à titre d'habitation principale et qui dispose, vous allez nous voir venir, d'un grand jardin. La SARLC réalise des travaux dans la maison qu'elle découpe en 3 appartements et qu'elle revend à des particuliers. Et cette SARLC divise également le jardin, qu'elle découpe cette fois-ci en 2 terrains à bâtir, l'un qui sera destiné à un particulier et l'autre à un promoteur. Concernant les questions que l'on a à se poser dans ce type de situation, eh bien, on reprendra exactement le même canevas interrogatif que l'on a établi lors de notre premier cas pratique. Toutefois, on doit ajouter un certain nombre de questions. Alors, quelles sont-elles? S'agissant de la qualification TVA du bâtiment vendu par la SARLC, eh bien, il conviendra, en fait, de vérifier la qualification fiscale des travaux, étant précisé que cette qualification fiscale nous intéressera également pour déterminer l'engagement de revendre ou de construire qui conviendra le mieux à l'opération. En ce qui concerne la qualification, cette fois-ci TVA, des terrains vendus par la SARLC, eh bien, nous devrons bien connaître l'historique des terrains, notamment sur le fait de savoir si nous avions une construction qui était érigée sur le terrain lors de l'acquisition et si le terrain acquis représente une unité foncière ou, à défaut, d'avoir la date du document d'arpentage
ou de l'autorisation de division. Je t'en prie, William. Donc, on a un particulier qui vend sa résidence principale à un marchand qui découpe la maison en 3 appartements, qui la rénove et qui détache 2 parcelles dans le jardin. On commence par la vente du particulier à la SARLC. Le particulier est un salarié. Est-il assujetti à la TVA? L'assujetti, on s'en souvient, on l'a défini tout à l'heure. Personne, c'est le cas. Activité économique, c'est le cas. Indépendance. Le salarié n'est pas indépendant. Le salarié n'est donc pas assujetti à la TVA, sauf s'il exerce une autre activité. Alors bien sûr, ça doit être vérifié, ça. Et alors, on a exclu dans le cas pratique le cas des auto-entrepreneurs éventuels. On l'exclut complètement, ça n'en fait pas partie. En tout état de cause, c'est la résidence principale qui est vendue. Donc, il est douteux que cette résidence principale, cet immeuble, présente un lien avec une quelconque activité économique. Donc, dans notre cas pratique, on considère que la vente est effectuée par une personne qui n'est pas assujettie à la TVA. L'analyse s'arrête là. On se moque de la question de savoir si le bâtiment est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans. On se moque de savoir si les terrains doivent être considérés isolément ou pas. C'est terminé. Il n'y a pas de TVA. Seuls s'appliquent les droits de mutation à titre onéreux. Le droit de mutation à titre onéreux, au cas particulier, 5,80, sauf engagement de l'acheteur, s'il est assujetti à la TVA. Engagement de construire ou engagement de revendre. Bon. L'acheteur, c'est la SARLC. Est-ce qu'elle est assujettie à la TVA? Quelle est son activité? L'achat-revente. Tout à l'heure, on a vu que dans l'article 256 grand A, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, et notamment ceux de commerçants, achat-revente, sont assujettis. La SARLC est assujettie à la TVA. L'immeuble, il est acquis pour être vendu, il est en stock. C'est celui qui réalise son activité. Elle agit en tant que telle. La SARLC est donc parfaitement assujettie agissant en tant que telle, et elle peut prendre un engagement de revendre ou de construire. La question, c'est quel engagement? Si je le formule différemment, est-ce qu'elle est capable de remplir un engagement de construire, 125 €, 4 ans prorogeables, ou est-ce qu'elle prend un engagement de revente, 0,715, 5 ans ferme? Bon. Eh bien, pour répondre à cette question, que faut-il regarder? Il faut regarder la qualification fiscale des travaux que la SARLC va effectuer dans l'immeuble. Et cet exercice nous permettra de répondre à notre première question, qui est de se dire quel engagement, et à la deuxième question que nous verrons ensuite, qui est de se dire quel est le régime de la revente. Bon. Alors, la qualification fiscale des travaux, ça marche comment? Eh bien, il faut savoir que si on regarde l'article 257, qui est l'article qui nous intéresse ici, et l'article 245 grand A de l'annexe 2, on a des critères pour analyser les travaux. On nous dit quoi? Un immeuble neuf, c'est une construction nouvelle. Ça ne nous concerne pas ici. Et on nous dit une chose super importante, on nous dit un immeuble neuf, c'est également, dans certains cas, une rénovation. Et on nous explique comment il faut analyser les travaux de rénovation. Vous vous souvenez des critères? On a 4 chemins différents pour aller à un immeuble neuf. Premier, 50% des fondations. C'est-à-dire, si je refais 50% des fondations d'un immeuble, même si je ne fais rien d'autre dans cet immeuble, j'aurai un immeuble neuf. Deuxième, 50% de la façade. Troisième, 50% du gros œuvre hors fondation. Donc là, c'est ou à chaque fois, on l'a bien compris. Quatrième voie, le second œuvre. Où là, si on remet à neuf plus de 2/3 de chacun des éléments de second œuvre qui est cité par le code, on a un immeuble neuf. Et cette fois-ci, c'est cumulatif. Vous vous souvenez certainement des critères: huisserie extérieure, cloison intérieure, électricité, plomberie, chauffage, et les planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage. Bon. Alors, vous constatez quoi? Vous constatez que c'est une certaine complexité quand même, puisqu'il faut mener une analyse qualitative des travaux et de voir ce qui est remis à neuf. On n'a pas une analyse simple où on pourrait, par exemple, comparer le montant des travaux avec soit le prix de l'acquisition, soit le prix de la revente. Vous constatez également que le changement d'usage, le changement de destination n'est pas du tout pris en compte. C'est l'analyse qualitative au regard des critères qu'on vient de rappeler. Alors, le problème, c'est que cette analyse, elle n'est pas évidente du tout. Parce qu'il est non seulement nécessaire
d'avoir une connaissance précise des travaux, mais également des proportions de remise à neuf, ce qui nécessite une connaissance de l'immeuble avant et après travaux. Alors ensuite, s'agissant de la documentation permettant de justifier les travaux effectués, certains travaux, tels que ceux sur la façade, peuvent être vérifiables au moyen de nouveaux outils, tels que Google Maps en mode Street View. Parce que vous pouvez bénéficier grâce à ça d'un historique qui est très pratique et qui vous permettra de voir l'évolution des choses. D'autres travaux, à l'inverse, n'apparaissent même pas sur une autorisation de travaux officiels. Ainsi, il peut s'avérer, par exemple, difficile de suivre les travaux relatifs aux fondations ou aux secondes œuvres. Dans ces cas-là, le recours à un homme de l'art apparaît dès lors obligatoire afin de pouvoir constituer une documentation pertinente et synthétiser toute cette analyse dans une attestation. Toutefois, avant de faire travailler l'homme de l'art, il conviendra de s'assurer qu'il ait bien pris connaissance des commentaires de l'administration fiscale qui sont publiés au BOFIP à ce sujet, dont je vous le renvoie dans le livret pédagogique. Parce que, dans ce cas, il est important de relever que l'administration fiscale peut retenir une définition spécifique des éléments visés aux articles que William a cités. Alors, en clair, on est en train de se dire quoi? On est en train de se dire que si vous demandez à l'architecte de la SARLC de vous faire une attestation pour dire voilà ce qui a été remis à neuf et voici les pourcentages, vous risquez de vous retrouver avec un document qui ne sert à rien. Vous devez d'abord montrer à l'architecte qu'ici, on a besoin de son expertise technique, mais pour remplir une démonstration fiscale, selon des règles du jeu fiscales. Des règles du jeu qu'il n'a ni à critiquer ni à modifier, il les prend juste en considération. Je n'en veux qu'un seul exemple. On a dit tout à l'heure, pour faire un immeuble neuf, on fait 50% des façades. Très bien. Eh bien, si vous regardez le BOFIP et si vous le montrez à l'architecte, il va découvrir que la notion de façade est telle que de nombreux immeubles n'en comportent pas. Et que de nombreux travaux sont de toute façon exclus de ces 50%. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une façade au sens du BOFIP? Élément vertical, externe, qui participe à la mise hors d'eau et qui ne détermine pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage. Donc en clair, si la façade c'est un mur porteur, vous oubliez, ça ne marche pas. Bon, eh bien ça il faut le montrer à l'architecte. Et puis une fois qu'il aura découvert ça, il doit découvrir que si on a une façade dite fiscale, si on veut remettre à neuf plus de 50%, il faut déposer cette façade fiscale et en reposer une nouvelle. Ce n'est pas de la complexité. C'est juste le fait que les règles fiscales poursuivent leur objectif propre, qui est de se dire est-ce qu'on taxe ici ou est-ce qu'on taxe pas? Et derrière, il y a une mécanique, tout simplement. L'architecte doit la comprendre. Au cas particulier, dans notre dossier, on aura un ravalement de façade. Mais dans une maison classique, ici, les murs seront porteurs. On n'a pas de façade. On passe à autre chose. Alors, il nous reste à vérifier que le projet ne conduit pas, bien sûr, à la création d'extensions ou de surélévation, ce qui se fera vérifier par les autorisations de travaux. Alors, pour ce faire, il est bien sûr important de demander à notre acquéreur marchand de biens, préalablement, bien sûr, à la vente des appartements, la copie de la déclaration de travaux, le permis de construire éventuel accompagné de sa demande pour en connaître le contenu, et bien évidemment, leur plan, de manière à pouvoir auditer l'immeuble. Alors, j'en vois qui souffle, en disant là. Il y a de quoi. Bon. C'est pas très compliqué, en fait. Dans le livret pédagogique, vous avez les références du BOFIP, vous printez le BOFIP, vous le montrez à l'architecte, il fait son boulot, et c'est fini. Enfin, il n'y a pas de plus de complexité que ça. Alors, dans notre dossier, qu'est-ce qu'on nous confirme également? Pas de travaux sur les fondations. OK. Et bien évidemment, mais ça c'est évident, on ne remplit pas le 50% du gros œuvre, parce que si on le remplissait, ça voudrait dire qu'on est démoli et reconstruit plus de la moitié de la maison. Donc, ça, on passe. Alors, on est d'accord. Alors, lors de la revente, dans ces cas-là, à défaut, si on n'a pas d'autorisation officielle qui a été demandée auprès de l'autorité d'urbanisme compétente, eh bien, des faisceaux d'indices permettent de recouper ces informations. On le fait tous.
Par exemple, la copie des factures des entreprises qui ont effectué les travaux permettent de connaître éventuellement la nature des travaux qui ont été réalisés. Et par ailleurs, on peut très bien interroger le vendeur sur le fait de savoir s'il a souscrit une assurance dommage-ouvrage pour cette opération. Dans notre dossier, qu'est-ce qui nous reste? Le second œuvre. La maison est refaite de fond en comble en second œuvre pour créer les 3 appartements. 100% entre guillemets du second œuvre est refait. L'électricité, le chauffage, la plomberie, les fenêtres, les cloisons intérieures, tout est redistribué. Tout ce qui n'était pas porteur dans la maison a été changé. Eh bien, là, on n'a pas d'immeuble neuf. Pourquoi? Parce que si on regarde le BOFIP, on constate que les planchers de la maison... Qu'est-ce qu'un plancher? Là encore, le BOFIP le dit. Le plancher, ce n'est pas simplement ce sur quoi on marche. Non, c'est l'ouvrage entre 2 niveaux, l'ouvrage dans son intégralité. Et là, l'architecte nous confirme que les planchers de cette maison déterminent la résistance et la rigidité de l'ouvrage. Autrement dit, on détruit les planchers, la maison s'écroule. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de 6e élément de seconde œuvre. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit qu'il faut remettre à neuf plus de 2 tiers de 6 éléments. Il n'y en a que 5. Eh bien, on a beau remettre à neuf la maison, on ne crée pas de plancher dit non porteur. Nous sommes sur un immeuble ancien. Et c'est ça qui est visé par le législateur. Cet immeuble ancien avec des travaux énormes pour privilégier le taux réduit dans l'habitation et éviter le travail au noir. Vous comprenez pourquoi les critères sont modifiés pour atteindre cet objectif. Alors, on en est où de ce fait-là? Tu dis? Résultat des courses. Résultat des courses. Ah bah voilà. Tout à l'heure, ce matin, c'était la même chose. Hein. J'ai zappé à ce moment-là. Non, mais on est en phase. Résultat des courses. Alors, quel engagement pour la SARLC? Est-ce qu'elle fait un immeuble neuf? Non. Engagement de revendre. En revanche, vous vous souvenez que la SARLC, pour le terrain, en vend un particulier à un promoteur. Donc, elle pourrait essayer de transférer un engagement de construire au promoteur. Et peut-être même, dès l'acquisition, prendre un engagement de construire total et substituer au fil de l'eau un engagement de revendre. Alors, envisageons à présent, maintenant qu'on a résolu, on peut faire la synthèse de notre vente par le particulier, pas de TVA, et partons sur un engagement de revente, pourquoi pas. Pas de TVA, engagement de revente. Maintenant, intéressons-nous au régime de la revente par la SARLC. Nous savons quoi? La SARLC, est-ce qu'elle est assujettie à la TVA? Oui. Est-ce qu'elle agit en tant que telle? Oui. Donc on est obligé de s'intéresser aux règles de TVA. On se souvient, les règles de TVA, qu'est-ce qu'on regarde? La nature du bien vendu. Ici, on a 2 choses. Les appartements, les terrains. On commence par les appartements. Est-ce que les travaux ont conduit à un immeuble neuf pour les appartements? Non. Donc on a sous les yeux, toujours, un immeuble ancien. Immeuble ancien, exonération de TVA, 5,80. Est-ce que les particuliers peuvent prendre un engagement? Non, ils ne sont pas assujettis. On est bien d'accord. Donc l'option de la TVA au moment de la vente permettra en fait de quoi? De déduire la TVA sur les dépenses engagées au titre de l'opération. Cependant, il conviendra de réfléchir à l'intérêt d'une telle option. En effet, si la taxation de la vente va diminuer de façon significative, voire artificielle, le prix hors taxe, on a une TVA au taux de 20%, surtout si la vente est réalisée au profit d'un particulier qui, lui, n'est pas assujetti à la TVA et qui ne pourra donc pas la récupérer. Et il procurera donc, dans ces cas et dans cette hypothèse, un gain relativement faible au vendeur si la TVA à déduire est d'un montant inférieur à celle qu'il devra acquitter lors de la cession. Dans notre dossier, que nous dit la SARLC? Elle nous dit que l'affaire est rentable. C'est bien. Donc, alors, l'affaire est rentable, disais-je. L'affaire est rentable, donc ça veut dire quoi? Si elle opte pour la TVA, elle va avoir plus de TVA à collecter que de TVA à déduire sur ses travaux. Ça serait donc stupide, dans la mesure où les acquéreurs ne récupèrent pas la TVA.
Donc, quel va être le régime de la revente? Exonération de TVA, 5,80. Et que va faire la SARLC? Elle va utiliser le taux réduit des travaux dans l'habitation, auquel elle a le droit, même si c'est une professionnelle, pour, au lieu de payer 20% de TVA, en payer 10 ou en payer 5,5. Ce qui permettra d'améliorer sa rentabilité. Maintenant qu'on a fait ça, donc appartement, du coup, exonération de TVA, et on fait jouer le taux réduit. Intéressons-nous au terrain à bâtir. Terrain à bâtir, de quoi s'agit-il? Nous vendons de l'herbe dans une zone constructive du PLU. Nous vendons du terrain à bâtir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ultra objectif, le terrain à bâtir. Et qui le vend? Un assujetti qui agit en tant que tel. Assujetti, agit en tant que tel, terrain à bâtir égale taxation automatique, systématique à la TVA. Et la seule question, c'est marge ou prix? Et là, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on a un contentieux sur le sujet. Et on a trouvé du coup intéressant avec Jean-Charles de faire un petit point sur son contentieux pour voir où on en était. Alors, pour mémoire, TVA sur prix, c'est le droit commun. TVA sur marge, c'est un dispositif spécifique. Article 268 du Code général des impôts. Cet article nous dit quoi? Vente de terrain à bâtir, lorsque l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction, ça veut dire quoi? Lorsqu'il n'y a pas de TVA sur l'acquisition. C'est notre cas ici. Vous vous souvenez, la SARLC, elle a acheté auprès d'un particulier. Pas de TVA. Eh bien, dans ce cas-là, on n'est pas en TVA sur prix, on est en TVA sur la marge. C'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Bon. Donc, 268, TVA sur marge, lorsque l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction. Que dit l'administration fiscale? Elle dit non, ça c'est la première condition, et je le rappelle, mais il y en a une deuxième. Cette deuxième, c'est une condition d'identité. Sur la base de cette condition d'identité, dans des dossiers exactement similaires à celui qu'on aborde aujourd'hui, l'administration fiscale, sur des détachements de parcelles, a procédé à des redressements. Redressements qui ont donné lieu à des jugements de tribunaux administratifs et aujourd'hui des décisions de cour administrative d'appel. Ces décisions de cour administrative d'appel nous disent la condition d'identité n'existe pas. Circuler, il n'y a rien à voir. L'administration fiscale s'est pourvue en cassation et on attend bien évidemment le Conseil d'État et peut-être même la Cour de justice. Pourquoi? Alors, déjà au passage, vous comprenez que ce serait quand même dommage de s'arrêter aux cours administratifs d'appel pour dire l'affaire est terminée et que là, on doit continuer à suivre ce qui se passe. Première chose. Bon. Deuxième chose, est-ce que les cours administratifs d'appel ont raison de dire qu'il n'y a pas de condition d'identité? On va voir. L'article 268 n'en contient objectivement pas. On nous dit simplement l'acquisition ne doit pas ouvrir droit à déduction. Mais l'article 268, il a une particularité. Il transpose la directive TVA. Or, quand un article d'un code, Code général des impôts par exemple, transpose la directive, il ne peut pas être lu isolément. On doit le lire à la lumière de la directive TVA. Et ça, qui nous le dit? C'est le Conseil d'État depuis un arrêt Caserne-Mortier que je suis sûr que vous avez pu étudier lors de votre parcours universitaire. Il y a longtemps. Donc, regardons l'article de la directive correspondant. C'est le 392. Le 392 nous dit quoi? L'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction, on le trouve tout de suite, mais on nous dit également que le régime de marge concerne des biens achetés en vue de la revente. Qu'est-ce que ça veut dire acheter en vue de la revente? Eh bien, si on regarde les travaux préparatoires de la directive, on voit que acheter en vue de la revente, c'est pour viser des activités de marchand de biens. Or, des activités de marchand de biens, ça signifie deux choses. Un, biens en stock. Vous constaterez que notre 268 ne contient aucune condition liée à la comptabilité. Ça concerne biens en stock ou biens immobilisés. Donc là, déjà, ça réduirait les choses. Deux, marchand de biens, ça peut vouloir dire aussi revente en l'état.
Revente en l'état, on est proche d'une condition d'identité. Or, la revente en l'état, c'est ce qui a été jugé pour l'ancien régime de marge, avant 2010, par le Conseil d'État, qui nous disait que le régime de marge n'était applicable que pour les biens revendus en l'état. Ce qui veut dire quoi? Bien, ce qui veut dire qu'il est possible que l'article 392 contienne une condition d'identité. Est-ce que le Conseil d'État va trancher le point tout seul? Non, il n'en a, entre guillemets, pas le droit. Face à une disposition qui n'est pas claire, il devra saisir la Cour de justice, raison pour laquelle ce contentieux risque de durer encore. Alors, la condition d'identité, quelle pourrait être cette condition d'identité? Vous voyez que c'est compliqué pour une raison simple, c'est que l'administration n'a cessé de changer d'avis sur le sujet. Au début, elle nous disait, condition d'identité, vous avez un bâtiment, vous le démolissez, ce n'est pas rempli. Vous avez un terrain, vous construisez, ce n'est pas rempli. Et puis petit à petit, au soutien des redressements qui ont été effectués, vous avez vu les réponses ministérielles qui se sont succédées. Et ces réponses ministérielles ont élaboré aujourd'hui une double condition d'identité. Condition d'identité physique, condition d'identité juridique. Alors juridique, ça veut dire quoi? La qualification du bien à l'entrée est différente de la qualification du bien à la sortie. OK. Condition d'identité physique, ça veut dire que ce n'est pas exactement le même bien qui a la même qualification pourtant, qui est acheté et qui est revendu. Par exemple, c'est une plus petite parcelle ou c'est un lot de copropriété d'un immeuble dont on aura acheté la pleine propriété à l'acquisition d'origine. Bon. Cela étant, vous avez vu que si on retient une condition physique, le régime est tellement dur, on a tellement de mal à remplir la condition d'identité qu'on ne peut quasiment jamais appliquer le régime de TVA sur marge. Raison pour laquelle, dans une réponse Vogel, l'administration est entre guillemets revenue en arrière. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Parce que l'administration nous a dit quoi? Elle nous a dit il y a bien une condition d'identité double, physique et juridique. Mais j'admets, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire comme ça. J'admets que seule la condition d'identité juridique soit remplie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que celui qui ne veut pas être en marge, mais être en prix pour une raison différente, il vend à un récupérateur, il veut offrir un 0,715 de plein droit, peut très bien utiliser la condition d'identité physique pour ne pas être en marge, mais être en prix. En revanche, cette condition Vogel rappelle comment il faut traiter notre opération. Voilà, et alors, comment va-t-on faire dans notre cas pratique? Eh bien, dans notre hypothèse, la position de l'administration fiscale va être de considérer que la condition d'identité juridique n'est pas remplie, sauf à ce que la division parcellaire soit antérieure à l'acte d'acquisition initiale ou qu'un document d'arpentage ait été établi pour les besoins de la cession, permettant d'identifier les différentes parcelles dans l'acte. Et à défaut d'une telle division, selon l'administration fiscale, il y aurait terrain d'assiette d'un bâtiment, c'est-à-dire un bâtiment à l'achat et un terrain à la revente. C'est la fameuse réponse Vogel. Résultat des courses. Pour la vente des deux parcelles, qu'avons-nous? Une TVA, on le sait, automatique, TVA sur le prix, avec un 0,715, de plein droit. En revanche, vous vous souvenez, on a deux acheteurs. Un particulier, ça va s'arrêter là, et puis on a un promoteur qui pourra lui prendre un engagement de construire. Que faut-il penser de cette condition d'identité dans notre cas particulier? On peut peut-être s'étonner quand même. Pourquoi? Parce que si la SARLC a acheté un terrain, le jardin, sur lequel il n'y avait pas de construction, qu'elle ne démolit pas forcément, et qu'elle revend juste après un découpage juridique, pourquoi ne pas considérer qu'il y a identité? Je vous rappelle la notion de terrain à bâtir. C'est une notion dite objective, c'est-à-dire de l'herbe dans une zone constructible du PLU. La condition d'identité, si elle existe, elle ne peut obéir qu'à une comparaison de concepts TVA. Les concepts TVA, vous les connaissez,
bâtiments, terrains, etc. En quoi la désignation d'un acte ou une division parcellaire viendrait contrarier des règles de TVA qui, je vous le rappelle, sont applicables de la même manière dans tous les États membres de l'Union européenne? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Au cas particulier, on devrait, dans notre dossier, constater que la condition d'identité, même si elle existe, est remplie. Sauf qu'on n'y arrive pas. Ou on ne se sent pas à l'aise pour le faire. Et pour quelle raison, je vous prie? Pour une raison simple, c'est que le législateur a oublié de définir une notion qui ici est fondamentale pour notre cas pratique. Cette notion, c'est le terrain d'assiette d'un bâtiment. En clair, est-ce que le terrain d'assiette du bâtiment qui est acheté par la SARL, c'est, ça fait beaucoup de C, uniquement le terrain sur lequel repose le bâtiment, ou est-ce que c'est la totalité du terrain concerné par l'achat, y compris le jardin? Si on raisonne en terrain d'assiette du bâtiment, juste le terrain sur lequel repose le bâtiment, on voit très bien que le jardin vit sa vie d'un point de vue TVA, c'est du terrain à bâtir à l'entrée et à la sortie, et comme vous vous souvenez que c'est vendu par un particulier, ça ne changera rien. Mais on remplira notre condition. C'est ce qui me semblerait logique. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Merci.